Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond. Les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Bonjour Frédéric Trousson-Fogler. Oh, bien prononcé en plus. Nous sommes très heureux d'être avec toi dans cette salle de l'espace Alia, qu'on remercie pour le prêt de cette salle climatisée. On va être bien pour pouvoir parler de tout ce dont on a à parler. On est sur une chaîne Castelet qui s'intéresse aux arts de la marionnette et de toutes celles et ceux qui permettent à cet art de vivre, de grandir, de prendre de la place dans le monde. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Trousson-Fogler. Je suis actuellement directrice générale de la Ligue de l'enseignement Fédération de Vaucluse et en charge de la coordination de la Cour du Spectateur, donc lieu jeune public pendant le Festival Off d'Avignon. On transforme une école avec 18 compagnies. 19 cette année aussi, on a une petite invitée supplémentaire avec un petit manège dans la cour. Mais on transforme une école en lieu de spectacle et d'éducation populaire, puisque c'est un vrai lieu où il y a des spectacles, mais il y a surtout aussi des rencontres, des débats, des ateliers, des espaces pour les enfants, où on essaye vraiment de faire un lieu spécialisé par rapport à ce jeune public sur Avignon. Merci. On a décidé de faire cet entretien pour pouvoir parler de tout ça, de la Ligue en Aussi. général, de la Ligue Vaucluse peut-être, et Oui. ensuite du projet Cour du Spectateur et des suites qu'elles ont données, qu'elles peuvent donner, qu'elles donneront. Peut-être on peut commencer par, en partant du gros, de la bête, la Ligue de l'enseignement. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique pour ceux qui ne connaîtraient pas? Bien sûr. Alors la Ligue de l'enseignement, c'est une association qui a plus de 150 ans, qui part à l'origine de l'appel de Jean Massé pour permettre l'éducation populaire. Et là, le mot populaire dans le beau sens du terme, c'est-à-dire l'éducation de la population et que le savoir ne reste pas que chez les sachants et devienne vraiment quelque chose d'ouvert à l'ensemble de la population. C'est cet appel qui, après, petit à petit, va donner en fait l'école publique, puisque derrière, on va s'en emparer pour ouvrir les écoles. Mais à la base, on a les mouvements d'éducation populaire et la Ligue de l'enseignement en fait partie. Il y a d'autres gros têtes de réseau, comme on les appelle maintenant, qui sont les Franca, les CMEA, les Haut-Lagrange. Voilà. Et la Ligue fait partie de tous ces réseaux d'éducation populaire. Et du coup, maintenant, c'est une association qui est donc avec des fédérations dans chaque département, réunies en une fédération nationale qu'on appelle le confédéral et qui est du coup une association complémentaire à l'école publique où du coup on est dans le triptyque éducatif, puisque pour plusieurs sociologues, il y a un triptyque éducatif qui sont les parents, l'école et l'éducation populaire qui doivent travailler en complémentarité pour l'éducation. Donc voilà, donc vraiment on fait partie de ces réseaux-là. Donc au niveau du Vaucluse, parce qu'en fait chaque département a sa fédération et chaque fédération a vraiment des missions qui sont propres au territoire. On ne va pas retrouver les mêmes missions et les mêmes choses dans Vaucluse que dans les Bouches-du-Rhône ou dans la Lozère ou en Alsace. On va vraiment avoir, en fonction du territoire, des missions qui vont être propres. Dans le Vaucluse, alors par contre, il y a une mission qui va être toujours la même dans toutes les fédérations, puisque c'est une fédération surtout, et on est là pour fédérer des associations autour d'actions et de projets communs. Donc ça, c'est vraiment le socle de chaque fédération. Et après, en fonction, on va avoir des pôles d'activités différentes. Dans le Vaucluse, on a un service éducation, puisqu'on a un centre de vacances et un tiers-lieu. On a un service formation BAFA, BAFD, les volontaires en service civique. On a un service jeunesse
où on intervient beaucoup dans les établissements scolaires, en périscolaire, en extrascolaire. Et du coup, il m'en manque un avant le service culture, qui est lequel? Je ne sais plus, il reviendra. Voilà, et du coup, le service culture il y a Lire et faire lire, donc qui est de la lecture à voix haute par des bénévoles de plus de 50 ans auprès d'enfants dans les établissements scolaires, dans les structures socioculturelles. Et du coup, bah, la cour du spectateur pendant l'été, pendant le festival d'Avignon. Et quand tu dis du coup fédération, il y a combien d'associations dans le Vaucluse Alors dans le Vaucluse, on est à peu près à 250-260. qui sont fédérées par Voilà, qui sont affiliés à la Ligue de affiliés, l'enseignement d'accord? et à qui, on propose du projet commun. Donc, on a par exemple la quinzaine de lutte contre les discriminations où on propose aux associations qui travaillent sur cette thématique, bah, de partager, ces 15 jours, pour mettre en valeur leurs actions, la quinzaine de la laïcité, et la cour du spectateur fait partie aussi de ces projets puisqu'on a plusieurs associations affiliées qui viennent faire des ateliers pendant la cour du spectateur pour valoriser leur action. Et au niveau des financements, est-ce que tout part du haut de la confédération et ça descend par la fédération qui arrive aux associations ou chaque association fait ses demandes? Comment ça Ça se dépend. Alors en structure? fait, il y a plusieurs niveaux. Oui, effectivement, on porte nos propres demandes de financement puisque ça dépend des projets, en local. Et après on va aussi, avoir en fait une subvention de l'éducation nationale, puisqu'on est complémentaire à l'école publique, qui là, du coup, arrive du national et qui est répartie sur les fédérations en fonction des actions menées en direction, des établissements scolaires. Et du coup, ton rôle de directrice de cette fédération Vaucluse, c'est aussi de valoriser ce qui est fait sur le territoire pour obtenir des financements. Est-ce qu'il y a voilà, c'est réparti de manière, d'après toi, c'est réparti de manière c'est assez transparent, la Ligue, son fonctionnement? Oui, oui, ah bah, oui, oui, bah, de toute façon, hein, c'est des financements publics, donc il y a une transparence, de fait. Oui. Et puis, bah, on est beaucoup subventionné sur du projet, donc c'est de l'argent qui est fléché, spécifiquement par rapport à des actions. Donc, quand on a, par exemple, on a une action qui s'appelle Coup de pouce, où on intervient, dans, les écoles, primaires d'Avignon, pour donner un petit coup de pouce à la lecture, pour des enfants qui ont du mal, à lire, dans les classes de CP. Donc c'est un accompagnement, pour 5 enfants avec un animateur, une animatrice dans cette acquisition avec un protocole bien précis puisque c'est l'association Coup de pouce qui a mis en place toute la pédagogie et toute l'ingénierie d'intervention. Bah, là, par exemple, on a des subventions qui sont vraiment fléchées sur ce projet, de la mairie d'Avignon, de la politique de la ville parce que c'est des, écoles classées dans les quartiers prioritaires, de la CAF, de la MSA, voilà, donc c'est vraiment fléché spécifiquement. Et puis, bah, moi, mon travail essentiellement, c'est d'aller chercher, les subventions auprès de ces partenaires et bien sûr rendre des comptes en leur disant: «Bah, on avait prévu 55 enfants, on a bien eu les 55 enfants ou on n'a pas eu les 55 enfants et voilà pourquoi». Et après, c'est les partenaires financiers qui décident si, mine de rien, bah, on a quand même fait notre taf et qu'ils nous maintiennent la subvention en entier ou qu'elle est réévaluée parce que, bah, on n'a pas pu pour des raisons ou pour des autres. On a eu, typiquement cette situation pendant l'année covid, où on n'a pas pu intervenir auprès des enfants, mais mine de rien, par contre, on avait embauché les salariés étaient là et ben, on a eu, la majorité des subventions qui nous sont restées acquises parce que, ben, à un moment donné, on avait engagé les frais nécessaires pour faire fonctionner ces actions et que c'était pas de notre fait, et que, bah, il y avait eu cette transparence. La cour du spectateur n'a pas eu lieu, par exemple, en 2020. On a quand même touché, l'aide du département, par rapport à cette action, puisqu'on s'était engagé auprès de partenaires, qui, du coup, avaient, bloqué leur créneau, et qu'on devait absolument payer. Donc après, je pense que effectivement, cette transparence, cette confiance, en tout cas, de se dire: «Bah, voilà, c'est, l'argent public, c'est l'argent de l'État et qui doit être utilisé pour les actions pour lesquelles c'est fléché». Ça, c'est quelque chose d'important parce que du coup, ça rend crédibles les associations et ça nous permet derrière, quand on va solliciter des partenaires financiers, on sait que l'argent il est utilisé à bon escient et du coup de vraiment développer des partenariats qui pour moi dépassent même maintenant des partenariats juste financiers.
Heu, on est vraiment dans une relation, avec les partenaires financiers de: «Ouais, là, écoute, là, j'ai un nouveau projet, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je peux aller chercher des financements sur tel ou tel appel à projet?» Bon, et même des fois, c'est eux qui viennent nous chercher en nous disant: «Ah là, il y a une action où on pense que ça aurait du sens que ce soit vous, qui y aille». Et bon, bah, on y va parce que, voilà, il y a un échange. Concrètement, dans les dernières années, il y a eu, toute une polémique, par exemple, autour du service national universel, où, beaucoup de ligues de l'enseignement ont refusé d'y aller. Dans le Vaucluse, on a été un peu hésitant. Le conseil d'administration a pas mal réfléchi à savoir si on allait, si on n'allait pas. Et puis, bah, il y a une vraie, discussion, avec, le service, de l'État qui gère ça, donc le SDJES, hein, Jeunesse et Sport. Et du coup, bah, voilà, dans les échanges, on s'est dit: «Bah, ouais, en fait, on peut y avoir une place. On peut y mettre vraiment les valeurs de la ligue. On peut y défendre quelque chose du vivre ensemble, de la laïcité, de tous les enjeux qui sont chers à cette association. Allez, on y va. On y va et on a vécu l'expérience et bon, finalement, le SNU s'arrête, mais s'il avait été prolongé, je pense qu'on aurait peut-être renouvelé l'expérience. Mais c'est parce que sur ce territoire, on a un lien avec vraiment des partenaires qui sont des collègues finalement aussi, parce que, c'est les collègues de l'État, mais où on est dans cette relation de confiance. Au niveau des employés, j'aimerais comprendre un peu comment ça se structure. C'est-à-dire, il y a des employés par la. C'est combien l'équipe nationale, la Oh là, au niveau de confédération? du confédéral, je ne pourrais pas te dire, mais ils sont très, très, très nombreux, ça se compte en centaines. Centaines, oui. Voilà, au Non, niveau pour un ordre de national. grandeur, oui, Ouais, oui. ouais. Après, nous, au niveau du Vaucluse, on est sur une douzaine, 12-13 équivalents temps plein, Mhm. qui sont il y a des permanents qui sont à temps plein à l'année, qui gèrent les différents services. Et après, on a aussi des vacataires, qu'on a sur ou du temps partiel. Par exemple, coup de pouce, que j'évoquais tout à l'heure. Typiquement, c'est 4 heures de salariat par, semaine, donc on est vraiment sur des temps partiels qui va compléter pour certains, certaines, du temps dans les écoles. On a beaucoup d'ATSEM qui vont compléter leur temps de travail sur du périscolaire. Et puis à côté, on a aussi, bah, tous les animateurs, de centres de loisirs, de colos, qui Parce que vont, la Ligue organise aussi des centres de alors vacances. la Ligue de Ouais, c'est Vaucluse ça. a son propre centre de vacances, qui s'appelle le DAU, qui est au Mont-Serein, a aussi un tiers-lieu, sur la commune d'Orange. Oui. Et du coup, on organise aussi, bah, voilà, nos propres, centres. Et après, on peut aussi, envoyer les enfants sur les centres de vacances des autres, collègues, des départements, de partout en France, parce qu'il y a plein de centres de vacances de la Ligue partout en France. Et du coup, il y a une partie qui est dans le budget de la Ligue, il y a une partie qui est des Re recettes liées au centre de vacances, Ce qui est reversé au une département qui partie organise qui est les des colos. dons peut-être des membres. Vous avez un système de. Très peu. Oui, c'est pas une grande Non, part. alors le mécénat, tout ça, c'est quelque chose qu'on s'empare de plus en plus, mais c'est Oui, pas pour l'instant, il encore, n'y a pas de ça fait pas mécène. partie en tout cas de notre modèle économique. Ça tourne, oui. Ça tourne, c'est bien. Pourquoi tu. On couperait, ou pas. Ça fait partie du moment aussi. Hem, c'est pas encore quelque chose qui est dans notre ADN en fait, le mécénat. Oui, vous On n'êtes pas habitué Ouais, on encore. n'est pas habitué. Et On après, je suppose qu'il y a une grande partie des actions qui sont faites de manière bénévole, ou pas vraiment. Par Non. exemple, lire Alors lire et faire lire, oui, lire c'est et ça, faire c'est du lire, c'est. bénévolat. C'est peut-être la seule action où vraiment on a un engagement bénévole. Après, bah, on a quand même le conseil d'administration qui sont des, bénévoles, engagés, militants, Et au niveau heu des associations aussi, je et suppose qu'il y des a des. associations affiliées, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même, un milieu maintenant, l'éducation populaire, qui est de plus en plus professionnel. Mhm. Mais de fait aussi de la
moi, je passe 90% de mon temps à faire de la recherche de subventions, à faire des demandes de subventions, à faire des bilans de subventions, à aller dans des réunions, à aller dans des comités de pilotage. Donc, à un moment donné, on a besoin aussi de s'appuyer sur des professionnels et que le temps bénévole, il va être essentiellement, par exemple, pendant la cour du spectateur, on a beaucoup de bénévoles parce que, bah, effectivement, tenir une guinguette, faire de l'accueil, ça nécessite pas un professionnalisme, avec des diplômes d'État, plus. Donc là, oui, sur des actions très ponctuelles comme ça, on a, oui, une masse de bénévolat, mais pour faire fonctionner au quotidien, l'association, ça reste une association professionnelle qui gère 1 million d'euros, en tout cas pour le Vaucluse, de budget global à l'année. Donc il faut quand même avoir des gens qui sont capables, de gérer tout ça. C'est une responsabilité RH aussi, hein, je veux dire, Oui, il y a toutes les obligations liées à l'emploi, donc il faut avoir un certain nombre de connaissances, liées à tout ça. Donc on se professionnalise de plus en plus dans l'éducation populaire et le mécénat pour l'instant n'était pas quelque chose parce qu'on avait les subventions. Il y a encore quelques années en arrière, on avait des subventions de fonctionnement qui nous permettaient de vivre. Maintenant, on est passé sur les subventions de projet et c'est vrai que ça change un peu, le paradigme, la façon de travailler et il faut de plus en plus aussi maintenant aller chercher d'autres sources, de ressources. Sachant que nous, dans le Vaucluse, on a quand même un équilibre parce que, bah, on a des subventions, mais on est quasiment moite-moite. Les subventions sont toujours un tout petit peu plus au-dessus, mais on y arrive presque à l'équilibre de vente de prestations. Voilà, d'accord. donc les formations, les interventions en milieu scolaire, où on va vendre, des interventions qui ont du sens, hein. Je veux dire, c'est des choses qui sont intéressantes et importantes, mais ça nous permet d'avoir un équilibre et de moins dépendre, des subventions publiques, parce que, on ne sait pas, ce qui va être dans les Ouais, ouais, c'est prochaines ça. années et on est très lié aux enjeux politiques. C'est sûr que pour nous, on s'inquiète énormément de se dire que si, des partis, qui n'ont pas envie de financer des associations Oui, comme les ça serait nôtres. bizarre que des partis politiques n'aient pas envie que le peuple soit éduqué. Ça voudrait dire quelque chose, mais on ne sait Bah, jamais. mais il y a Voilà. certains partis politiques qui, je pense, pourraient aller là-dedans, enlever les subventions, d'aide, pour notamment les quartiers prioritaires ou les publics, éloignés de la culture, les publics, en difficulté sociale, voilà, tout ce qui est accompagnement à la parentalité, tout ce genre de choses. Je pense que certains partis politiques, le feraient sauter et que du coup, nous, on pourrait, en payer quelque part un peu aussi les conséquences. On va, j'aimerais comprendre comment tu es arrivé là, toi, personnellement, à la direction. Tu avais déjà eu un poste de direction avant. Oui. Et depuis combien de temps tu es directrice de ce... Alors, je suis arrivée en 2019 à la Ligue de l'enseignement de Vaucluse, tout simplement parce que je suis arrivée, dans le département, que j'ai voilà, cherché du travail, et en fait, moi, je suis surtout, bon, d'origine alsacienne, mais arrivée en région lyonnaise, dans les années 90. Et au départ, alors je voulais pas forcément être dans l'éducation populaire, je voulais être psychomotricienne et bon, j'ai passé le concours plusieurs fois, j'ai pas réussi et puis comme j'étais quand même animatrice, dans les colonies parce que des parents, par contre, eux, dans l'éducation, populaire, éducation nationale et ben je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas essayer d'aller en faire un métier». J'ai été stagiaire dans une MJC à Lyon. Ils devaient me garder, 6 mois en stage et au final, j'y suis restée 8 ans. J'ai gravi les échelons petit à petit dans cette structure. Ils m'ont formée, donc j'ai passé mon brevet d'État et puis derrière, il y a une place de direction adjointe, qui s'est libérée dans une MJC, mais juste à côté, à Lyon aussi. Donc je suis devenue directrice adjointe et du coup, j'ai passé mon diplôme d'État, et puis après j'ai pris un poste de directrice dans une autre MJC, mais là en Haute-Savoie. Pour prendre ensuite un poste de directrice, de centre social dans l'Ain et puis après mon conjoint a été muté en Vaucluse et du coup je suis arrivée sur Avignon et à recherche d'un emploi et à ce moment-là, la poste de directrice de la Ligue de l'enseignement se libérait.
On m'a proposé le poste et donc du coup depuis, janvier 2019 à ce poste. Oui, donc tu n'as jamais passé de diplôme de direction. Pour toi, la Si, direction, c'est... si, j'ai un diplôme d'État Ah oui, et c'est un ça. diplôme d'État supérieur, de directrice. Mais au fur et à mesure du parcours. C'est Ça a une pas... formation professionnelle c'est en ça. alternance, donc du coup avec des modules, ça s'appelle alors à l'époque ça s'appelait le DEFA, ça n'existe plus, le diplôme d'État aux fonctions d'animation. Ça a été remplacé par le DGEPS et le DES-GEPS que j'ai passé avec des équivalences des VAE. Voilà, mais du coup, j'ai un diplôme, en direction de structures, socio-culturelles. Et tu gagnes combien, si tu veux bien nous dire, combien d'argent tu gagnes à ce poste de direction de la Ligue du Vaucluse? Alors, je confonds toujours le brut et le net, parce que je suis, tellement nulle dans tous Le ces net, trucs. c'est ce qui arrive sur le compte, et le Alors le brut, c'est ce net, qui est ce qui marqué arrive sur sur le compte, la fiche de à la paye. fin du mois, impôts déduits, je gagne 2 600 €. 2600 euros. Voilà, Oui, comme poste de avec direction. un poste de direction avec 25 ans d'ancienneté, Et dans ton équipe du Vaucluse, après, il y a des postes de responsabilité comme ça, ou c'est plutôt Alors moi je suis la la chef? responsable, Ouais. la directrice, générale, donc celle qui est le plus haut. Oui, c'est ça. Ensuite il y a un directeur adjoint et après il y a des responsables de service et puis après les équipes, Oui, c'est ça. qui gèrent sur le terrain. Très bien. Ben, on va pouvoir parler un peu plus spécifiquement de la cour du spectateur maintenant que... J'ai Voilà. ramené la petite plaquette. Donc à Avignon, tu peux nous faire un petit historique de la cour du spectateur? D'où ça vient l'idée? Est-ce que c'est toi qui as l'idée? Est-ce que tu piques l'idée? Voilà, tu peux nous faire un petit... Bah, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'arrive en 2019 à la Ligue de l'enseignement et bon, bah, voilà, il y a tous les dossiers, à traiter du moment. Je gère, un peu les dossiers urgents, notamment, bah, les demandes de subventions, les bilans, tout ce qu'il y a à faire en début d'année et c'est vrai que, je comprends pas tout de suite en fait, il y a une stagiaire de la formation professionnelle, qui est là en alternance à la Ligue de l'enseignement. Je sais qu'elle est sur le service culture, mais je comprends pas vraiment, sur quel domaine, voilà. Puis bon, il y a tellement de trucs à gérer en urgence et qui me dit en plus: «Mais t'inquiète pas, c'est bon, je gère avec la présidente, c'est pas prioritaire» et qui, à un moment donné, quand même, me dit: «Oui, par contre, il va quand même falloir à un moment donné que je te parle, bah, de ce lieu», quoi, non, elle me dit: «Il va falloir quand même que je te parle du festival d'Avignon». Alors quand même, je sais ce qu'est le festival d'Avignon, j'y ai participé en tant que spectatrice. Bon, elle me dit: «Non, non, mais en fait, on a un lieu pendant le festival d'Avignon». «Hein? Quoi? On a un lieu? Non, non, mais t'inquiète pas, la programmation est faite, tout est géré, on a la communication, tout est OK. La seule chose, en fait, c'est que, bah, la personne qui était en charge du lieu, ne fait plus partie des effectifs et du coup, il faut juste que tu ailles passer, en fait, la licence d'entrepreneur du spectacle». OK, donc je me retrouve en urgence au mois d'avril à aller faire une licence alors ça tombe bien, on est à Avignon, il y a les ISTS, je vais faire une petite semaine, de formation, où on nous apprend à gérer un ERP, un établissement recevant du public. OK, mais du coup, je ne gère pas du tout, l'organisation de ce lieu. Je me retrouve juste la veille de l'installation, dans l'école, à charrier, des tables, des chaises, puis tout le matériel dont on a besoin et on arrive dans cette école, puisqu'en fait la mairie d'Avignon met à disposition une école, donc le groupe scolaire Percy-Pouzarac, donc qui est juste derrière la place des Carmes. Donc c'est un magnifique groupe scolaire, l'école élémentaire qui englobe l'école maternelle et du coup avec 3 cours de récréation, des bâtiments, géniaux de plain-pied, vraiment magnifiques et on arrive dans ce lieu et là je fais: «Waouh!» mais un lieu, mais génial. Alors effectivement, moi, dans ma carrière, j'ai été bénévole dans pas mal de festivals où, avec pas grand-chose, on crée, des lieux, des univers. J'ai été responsable du salon de la bande dessinée quand j'étais à la MJC à Lyon où, bah, on transformait, des espaces en espaces d'exposition, de rencontres et là, j'arrive dans cette école et je me dis: «Mais c'est génial, on doit y faire un truc de dingue!» mais en fait, on a tellement peu de moyens, parce qu'on n'a pas de subvention pour créer ce lieu, bah, en fait,
on a une pauvre table pour faire la buvette, une pauvre table pour faire la billetterie, des ventilateurs, une cafetière, une bouilloire, un grille-pain, parce que, ben, on n'a rien, quoi. On n'a pas alors si, on a un super parc de tables, de chaises multicolores, on a des parasols, on a quelques voilages qui donnent quand même une atmosphère à ce lieu, mais on n'a pas de temps de travail, on n'a pas de moyens d'aller acheter. Voilà, et oh mince quand même, et là, on a des compagnies qui courent dans tous les sens parce qu'en même temps, elles font leur régie, elles font la billetterie, elles n'ont pas eu le temps de faire de la communication. C'est voilà, et je me dis: «Mais il y a vraiment peut-être moyen d'inventer quelque chose», et Ça faisait combien de temps que ça existait, alors ce lieu, en fait, ça faisait, depuis 2004 qu'on l'avait, voilà, que la Ligue de l'enseignement avait ce lieu mis à disposition par la mairie, et il y a eu plusieurs projets qui ont été dans ce lieu, et surtout donc ce lieu avant s'appelait l'école du spectateur, et l'école du spectateur à un moment donné avait vraiment des financements. Il y a eu jusqu'à, alors ça j'y étais pas, hein, donc c'est l'histoire qu'on me transfère, mais il y a eu jusqu'à 3 équivalents temps plein pour créer ce lieu et gérer ce lieu à l'année. Donc effectivement, dans ces moments-là, bah, il y avait des forces, il y avait de l'énergie, il y avait du temps, et du coup, il y a eu vraiment des années, extraordinaires de l'école du spectateur, et puis, bah, les subventions, baissant d'année en année, bah, on fait avec ce qu'on a, et on n'a plus grand-chose sur le service culture, quoi, et donc je me dis: «Waouh, c'est génial», et là, c'est des rencontres. Florian qui arrive dans la cour, ancien, salarié d'une ligue de l'enseignement, mais qui a fait sa formation, dans ce lieu quelques années au précédent, avant, qui connaît très bien la présidente de la Ligue 84 du moment, Anne-Lise, qui, qui est, chargée de diff pour une compagnie, qui a prévu de venir en 2020. Voilà, Jean-Noël Matré qui est à l'époque le responsable culture du national, Thierry Combe qui est un metteur en scène qui joue à Villeneuve. Voilà, c'est des rencontres, et du coup on se dit: «Ouais, il faut qu'on invente un truc», et là, c'est l'intelligence collective. Donc on va dire que j'ai peut-être, enclenché un truc en disant: «Bah, moi je suis prête à réfléchir, je suis prête à enclencher, je suis prête à aller, faire que la Ligue 84, porte un truc un peu expérimental. On peut tenter des choses, on peut y aller». Mais après c'est vraiment un collectif de gens qui: «Ah ouais, et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ça?» Et donc pour 2020, on a réfléchi en fait à un fonctionnement, d'un collectif solidaire, et donc ce collectif solidaire, bah, il était prêt pour 2020. On avait réfléchi, puis, bah, 2020, bah, pas d'Avignon, donc ça nous a laissé 1 an de plus pour réfléchir à comment on allait organiser cette cour du spectateur. Donc on décide de changer de nom pour dire: «Bah, on change de concept», donc on change de nom, mais qui est pas trop loin du nom précédent. École du spectateur, cour du spectateur, on est dans une cour d'école. Il y a le mot cour aussi, côté quoi, le côté, cour, arrière-cour, du théâtre, et cetera. Et puis du coup, on invente un modèle économique et un modèle, de collectif, où en fait, c'est les compagnies et la Ligue de l'enseignement qui mutualisent le matériel, l'humain et les finances pour permettre aux compagnies de faire Avignon à prix coûtant. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du mois, je prends le budget, de l'événement, donc l'ensemble des dépenses. Donc les dépenses, c'est le temps de salaire, les salaires. Donc on a mon salaire, une partie de mon salaire, une partie, bah, des gens de la ligue qui viennent quand même pendant la cour, les intermittents qu'on embauche spécifiquement pour la cour, et la communication, les fluides, le matériel, l'alimentation, tout ça, donc toutes les dépenses. Les recettes. Les recettes, c'est, bah, la guinguette, on vend du sirop. Le sirop, on le vend à prix libre et conscient pour que les gens qui n'ont pas trop de moyens puissent quand même payer, un petit sirop en sortant d'une salle de spectacle, même si on a des prix de places qui sont raisonnables, puisqu'on est à 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. Mais on sait que des familles, ça peut être vraiment un effort quand on a plusieurs enfants, donc bah, il ne faut pas que le sirop, soit un frein, voilà, à la convivialité du moment. Donc toutes les recettes annexes, c'est, la guinguette,
c'est un pourcentage sur le food truck, c'est les tirelires solidaires. Il y a des petites tirelires un petit peu de partout sur le site où à la fin de chaque spectacle, les compagnies disent qu'on peut rajouter une petite pièce si on a aimé le spectacle et si on veut aider le collectif. C'est les ateliers. Chaque compagnie fait un atelier, donc pareil, à la sortie, petite pièce ou gros billet, hein. On a déjà retrouvé une fois, alors une seule fois, je le dis, mais 2 billets de 50 l'un dans l'autre. Mais c'est arrivé une fois. On m'a payé un café à 10 € aussi, c'est pas mal. Voilà. Tout ça, c'est les recettes annexes. Et du coup, le reste à charge, on le divise par un nombre de parts. Et en fait, chaque compagnie prend des parts dans cette collaboration. Ils signent des contrats de collaboration avec la Ligue de l'enseignement. Et les compagnies qui jouent dans une salle de spectacle petite jauge prennent 2 parts dans la collaboration. Ceux qui jouent dans des salles avec plus grande jauge mettent 3 parts. Et la Ligue de l'enseignement met 15 parts. C'est un choix du conseil d'administration de mettre une partie de la subvention du conseil départemental dans cet événement. Et du coup, à la fin du mois, le reste à charge, on le divise par le nombre de parts et c'est ce qui reste à la charge des compagnies, sachant qu'elles gardent, et encore pour cette édition, l'intégralité de leur billetterie. Et au final, elles font vraiment Avignon à prix coûtant. Sachant que l'année dernière, on fait un budget prévisionnel. Et l'année dernière, la part, elle était à 1 400 €. Cette année, elle est toujours à 1 400 €. Mais l'année dernière, on a réussi à faire descendre la part de 200 €. Donc du coup, au final, les compagnies, pour celles qui étaient sur des petites parts, ont pu faire Avignon, en tout cas pour... La partie salle, après évidemment, il y a la voilà. partie logement, la partie... Après, il y a voilà. tout le reste. Et en contrepartie, du coup, les compagnies, elles s'investissent dans le collectif et elles donnent du temps au collectif. Donc, elles doivent tenir la guinguette, tenir l'accueil. Et du coup, c'est sûr qu'elles récupèrent finalement la partie de leur contribution humaine en économique. Et du coup, ça crée aussi une vraie dynamique collective. Il y a une vraie atmosphère d'entraide, de bienveillance, voilà, une compagnie qui va avoir un problème technique où il manque du matériel ou même sur site là, ah attends, ça je peux te le prêter parce que moi je joue pas dans les mêmes horaires que toi et du coup ça troque, voilà. Et pour faire descendre aussi ces parts, en fait on mutualise. Et là cette année par exemple, on n'a pas eu besoin de louer du matériel ou d'acheter du matériel parce qu'en fait toutes les compagnies, elles ont ramené de quoi équiper les salles. Et moins on achète, moins on dépense, moins elles vont payer cher. Et puis aussi, d'un point de vue écologique, on consomme moins, on achète moins de neuf, on essaye aussi d'avoir cette sensibilité d'éco-responsabilité. Sur site, on a un food truck qui fait beaucoup en vegan, qui fait du local, du bio. On a une vaisselle autonome, c'est-à-dire que les gens, on leur demande d'aller... on a récupéré plein de vaisselle dans des recycleries, dans des machins, et on demande aux gens d'aller laver dans des bacs où on ne fait pas couler l'eau en permanence. On a un compost, on fait du tri sélectif. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment pour nous une petite pierre à l'édifice de la solidarité, du vivre ensemble, du commun. Et ça fait vraiment derrière une grande famille avec les compagnies. Là, depuis le début du festival, on a des compagnies des années précédentes qui sont passées sur l'espace et on est à chaque fois, mais c'est des « Waouh, t'es là, c'est génial !» C'est des embrassades, c'est vraiment quelque chose qui remet l'humain au milieu d'un projet et surtout dans un lieu comme Avignon et je ne veux pas mettre toutes les salles dans le même panier parce que ce n'est pas le cas, mais où il y a quand même beaucoup de lieux qui sont pas forcément très respectueux des compagnies et qui utilisent le fait que ce soit Festival d'Avignon pour avoir un côté très mercantile et très commercial d'Avignon. Et je suis sûre que même dans ces lieux-là, on pourrait réadapter un système comme ça qui remet l'humain, la culture au centre du projet. Et on peut décrire un peu la cour du spectateur, c'est-à-dire c'est quand même un endroit dans Avignon où il y a de l'ombre toute la journée, où les enfants peuvent jouer, oui. C'est-à-dire on peut venir en famille, regarder un spectacle, mais aussi vivre, on peut manger. Du coup, ça permet aussi de passer On peut passer sa journée. On peut passer sa journée et pouvoir voir des spectacles. Évidemment, il y a un budget
Et Avignon, c'est un budget, mais vous êtes à peu près aligné sur les tarifs du Totem, par exemple, qui est On un est sur les autre. mêmes, quasiment sur les mêmes Voilà. tarifs parce qu'on travaille beaucoup avec le Totem et on a d'ailleurs coordonné nos relâches. Et dans notre petite plaquette, c'est marqué notre jour de relâche et c'est marqué euh, jour de relâche, nos jours de relâche les lundis 14 et 21. N'hésitez pas à aller vers l'autre lieu jeune public d'Avignon, le Totem, avec leur site internet parce qu'on est vraiment dans la collaboration aussi avec le Totem et c'est important pour nous de travailler ensemble. Mais c'est vrai que c'est un lieu où il y a des tables, des chaises, des transats, de l'ombre parce qu'on a la chance d'avoir des magnifiques platanes encore pour l'instant. J'espère parce qu'a priori ils sont un petit peu malades, mais j'espère qu'ils vont nous les conserver. Mais bon, on a des ombres, des voilages pour faire un peu d'ombre, un espace lire et faire lire, donc avec l'association et les lecteurs de lire et faire lire qui viennent lire tous les matins des histoires aux enfants, un petit espace avec des petits jeux qu'on récupère dans des recycleries. Le truc tout bête pour des parents, mais des sanitaires, une table allongée, une table haute pour faire manger quand il y a des petits, un espace expo. Et puis cette année, on a un partenariat avec le théâtre de la Toupine qui organise le Grand Bornand avec un petit manège, pareil, qui est à prix libre et conscient. Et puis la guinguette où on a du sirop, du thé, du café, des glaces avec un partenaire local qui fait des glaces véganes fabriquées à partir de produits locaux sur Avignon et qui nous fait du réassort à vélo. Donc, ils se baladent avec des grosses glacières à vélo, voilà, les Glaziba. Donc, voilà, on est vraiment dans un lieu qui est fermé, qui est sécurisé. C'est-à-dire que les enfants veulent vraiment jouer parce qu'il y a toujours quelqu'un à l'accueil, donc un enfant ne sortira pas tout seul. Il y a aussi une librairie solidaire avec des éditions Lanceman, éditeur belge, qui nous met à disposition des livres à prix coûtant et qui reverse les bénéfices au collectif solidaire. Voilà, c'est un vrai lieu de vie. On peut vraiment y passer sa journée. Et puis même si on ne veut pas manger à la cantoche avec notre food truck, on peut ramener son pique-nique. Voilà, on n'est pas obligé de consommer sur place. Il y a un point d'eau, on n'est pas obligé de consommer. On peut venir juste profiter du lieu, du moment, des expos et de l'atmosphère. Nous, on dit toujours que c'est une petite bulle de fraîcheur, ouais, ouais, c'est un petit monde à part au milieu de la frénésie d'Avignon où on peut prendre le temps, se poser, c'est calme, c'est frais. On a toujours un espèce de courant d'air qui passe dans cette cour, c'est très rafraîchissant. Et on avait calculé une année, quand on sort de la cour, il fait 5 degrés de plus dans la rue. Donc voilà. Et quand on se prend la chaleur, bon, là en ce moment ça va, mais la semaine prochaine, je crois que ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, c'est un lieu dédié jeune public. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta version de qu'est-ce que c'est jeune public pour toi et jusqu'où ça va, la cour du spectateur, de où ça part, jusqu'où ça va et comment vous faites, comment déjà, avant de parler de sélection, comment vous faites déjà pour comprendre ce terme jeune public? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous, jeune public, c'est à partir du moment où un spectacle a une attention pour les enfants ou pour les jeunes, et qu'il y a un vrai travail artistique d'un univers qu'on va réfléchir pour les enfants. Et c'est vrai que la plupart des compagnies qu'on accueille ont tout un processus de réflexion avec beaucoup de résidences pour que les spectacles soient le plus adaptés aux enfants. On commence, nous, à partir de ça n'est 6 mois jusqu'à je crois que le plus, c'est 14 ans, mais beaucoup de spectacles qui sont pour nous du jeune et tout public familial, parce qu'avec des doubles lectures et on a certains spectacles où même en tant qu'adulte, on prend beaucoup de plaisir, parce que justement, il y a eu cette intelligence de réflexion, de construction du spectacle, où il y a une adresse pour l'enfant, une adresse pour le jeune, et aussi une adresse pour l'adulte qui va venir accompagner l'enfant et le jeune. Et du coup, c'est vraiment ça qui va nous, quand on sélectionne les projets, de se dire, il y a vraiment eu cette réflexion de l'attention qu'on va avoir dans le spectacle pour le jeune ou pour l'enfant. Voilà. Et, euh, et après, avec des thématiques qui, pour nous, sont les thématiques
propre et forte de la Ligue de l'enseignement autour de la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le harcèlement scolaire, par exemple, l'écologie, l'ouverture sur les autres. Voilà, donc, toutes ces thématiques-là et comment effectivement ça a vraiment été adapté et réfléchi pour transmettre ces valeurs. On va parler un peu sélection du coup. Combien, déjà un peu chiffres, c'est-à-dire combien vous recevez de demandes chaque année et du coup vous en sélectionnez une vingtaine. Mais Alors, on a reçu pour l'édition 2025, on a reçu 101 candidatures. Donc, en fait, il y a un dossier de candidature qui est sur le site de la Ligue de l'enseignement, de 84, hein, par contre, de la Ligue 84. Il ne faut pas aller au confédéral. Ils relayent, hein, mais c'est sur notre site internet. Et du coup, il y a un dossier de candidature où on va demander vraiment les informations basiques par rapport au projet, des captations et aussi une lettre de candidature pour vraiment vérifier si la compagnie elle a compris le sens du lieu et ce que ça veut dire que d'être dans un collectif ils solidaire. pourront regarder la vidéo s'ils veulent comprendre mieux. Voilà, tout à fait. Comment. Et du coup, ensuite, ces candidatures sont étudiées par une commission programmation. C'est pas moi, de ma place de directrice, qui fait la programmation toute seule. Et d'ailleurs, je ne me revendique pas comme programmatrice. Moi, je suis directrice d'un lieu, mais pas programmatrice. Je fais partie de la commission programmation, mais qui est collective. Vous êtes combien dans cette On est commission? une vingtaine. D'accord. Et on est une vingtaine qui viennent d'horizons complètement différents. On va avoir des collègues des ligues de l'enseignement, programmateurs ou pas. On va avoir des chargés de diff, on va avoir des bénévoles, on va avoir des anciennes compagnies des éditions précédentes. Voilà, toute personne même qui voit cette vidéo et qui a envie de participer. Alors attention, c'est beaucoup de travail parce que 101 candidatures, ça prend du temps. Mais du coup, ça permet d'avoir un spectre très très large de regards et de critiques différentes. Et du coup, on a un système de notation. On doit noter que sur l'artistique, que sur le sens, l'esthétisme. On note. Après, malheureusement, il y a des gens des compagnies qu'on ne va pas garder parce que c'est pas celles qui auront eu les meilleures notes. Celles qui auront eu les bonnes notes, a priori, peuvent être gardées. Et puis, celle qui est au milieu, on fait une commission programmation en distanciel et chacun va pouvoir argumenter, va dire pour moi ça a du sens ça ou ça, voilà. Et on va garder sur les 100, on va garder une petite trentaine de spectacles. Et après, Florian, il va jouer à Tetris. Parce que Florian, il adore jouer à Tetris avec les tableaux Excel. Parce qu'après, il faut un équilibre des genres, un équilibre des âges, un équilibre des thématiques, et puis surtout que ça tienne dans les salles et que ça tienne dans les créneaux horaires. Parce que nous, on ne dit pas vous avez 1h30 ou vous avez 2 heures. Nous, on dit vous avez le temps dont vous avez besoin. Donc, mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir enchaîner 4 spectacles qui ont besoin de 4 heures. Donc, à un moment donné, on va peut-être faire un choix en disant celui-là de spectacle, c'est vraiment un coup de cœur, c'est celui qu'on veut. On va aller le compléter et qu'il a par exemple 4 heures de montage, jeu, démontage. Celui-là, on va du coup mettre des spectacles plus légers en montage et démontage dans la même pièce, dans la même salle ou en extérieur, voilà. Mais tout ça après, on en garde 18. On est monté jusqu'à 21 une année. C'était un peu trop. Ça nous demandait beaucoup de courir. Je fais déjà beaucoup de kilomètres toute la journée parce que c'est très grand comme espace. À la fin de l'été, je suis avec ma trottinette. Combien de pas dans le là, la montre par jour, elle a pas bipé, m'a dit que j'avais fait mes 10 000 pas là. Ah, c'est bien. Et on n'est pas encore à la fin de la journée, hein, donc je fais entre la plus grosse journée que j'ai fait là depuis le début de la semaine, j'ai fait 15 km de marche. Ah oui, quand même. Juste sur le site. Hein. Parce que je n'ai pas quitté le site, donc juste les allers-retours. Parce que on accompagne le public, on les ramène, voilà. Et donc du coup, à la fin, on garde 18 spectacles qu'on va du coup après. Donc on leur donne une réponse avant les vacances de fin d'année.
Et à partir du mois de février, on fait des visios collectives avec les compagnies pour déjà commencer à se connaître et construire le nouveau collectif et prendre des choix collectifs sur, voilà, sur, des décisions que il n'y a pas que nous qui prenons, membres du comité de pilotage, c'est vraiment des choix collectifs. Cette année, par exemple, on a fait le choix collectif de faire payer les professionnels maintenant à l'entrée parce que, bah, il faut aussi que les compagnies, elles vivent et que, bah, faire rentrer, tous les professionnels en exo. Alors ils ont un tarif préférentiel bien sûr, mais de quand même leur demander une contribution Oui, souvent, ils ont un budget d'ailleurs, parce qu'ils ont des budgets et que, autant qu'ils bah les utilisent. Ouais. exactement et qu'ils peuvent se faire rembourser. Voilà. Mais ça est on a proposé en tant que COPIL, suite au bilan qu'on avait fait avec les compagnies de l'année précédente. Moi, la dernière semaine, je prends le temps de voir les 18 compagnies pendant minimum 1 heure et de faire un bilan avec chaque compagnie pour leur demander, bah, voilà, qu'est-ce qui a été bien, parce que ça fait du bien aussi d'entendre ce qui a été bien, mais aussi, bah, ce qu'on pourrait continuer à améliorer, pour que le collectif continue à grandir et se développe de plus en plus. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est écrit, les avancées que vous avez faites? Est-ce que cette expérience, cette aventure de la cour du spectateur et là où vous en êtes maintenant, il y a une trace écrite, un dossier, quelque chose qu'on peut Alors lire pour nous, oui, en interne, on a, une en interne? traçabilité de tout ça. On a une petite carte mentale avec tout ça, mais c'est pas pour l'instant, ce n'est pas un document Public, public. Il est diffusé aux compagnies qui oui. vont faire le collectif. Mais il n'y a pas une idée de pouvoir transmettre cette aventure? C'est juste parce qu'on n'a pas jamais pris le temps de le faire, mais il n'y a rien de secret et on pourrait tout à fait le diffuser. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose qu'on a qu'on essaye de diffuser de plus en plus, mais ça fait peut-être partie des choses qu'on verra après. Mais on a eu la chance de gagner le prix Valdec, donc le prix du mouvement associatif avec la Cour du spectateur en 2022 dans la catégorie coopération plurielle par rapport à justement à Et du coup, comment vous l'avez gagné? Quel document ils avaient pour que et vous bah, en ils fait, sont venus voir? non, non, c'est un dossier de candidature qu'il fallait faire, on a répondu au prix, quoi, c'est un Oui? concours. Donc on a répondu au Donc concours, là, il y a un dossier de donc il y a un ça, dossier, ouais, mais ouais, qui est qui pas existe, public, mais qui est vous pas le public, qui est resté au mouvement d'accord, associatif. Mais du oui. coup, le mouvement associatif a comme, objectif justement de aussi d'essayer d'essaimer ces pratiques et moi j'ai fait partie du jury du mouvement quoi, du prix Baldec là cette année pour aller, récompenser, d'autres, initiatives dans ce sens-là et du coup, bah, je suis allée remettre, quoi non, on n'est même pas allé remettre, on est allé ouvrir les lauréats de 2021, on est allé ouvrir l'édition 2024, quoi 2025 et du coup, voilà, ils essayent aussi de promouvoir, des initiatives comme ça. Mais c'est des documents effectivement qu'on pourrait tout à fait partager, c'est juste qu'on n'a jamais pris le temps d'avoir, un lieu où partager ces initiatives, mais ça va arriver. On va parler du futur peut-être un peu du coup, il y a cette aventure et je crois que, bah, tu vas nous dire toi, ouais, qu'est-ce qui se Bah, passe après le qu'est-ce mois qui de se qu'est-ce juillet? qui se passe après Pourquoi le le mois de juillet? 07 ne fonctionne plus? Et vous voyez le sourire qui arrive. Bah, en fait, à partir de fin juillet, hem, tout simplement, moi, je vais quitter mon poste, à la Ligue de l'enseignement, donc en tant que directrice, pour me consacrer entièrement à l'essaimage de la cour du spectateur sur d'autres territoires. Parce que, bah, comme, voilà, je crois vraiment à ce modèle, que je crois que, voilà, avec la solidarité, l'entraide, remettre l'humain au cœur de nos préoccupations et de nos projets, bah, c'est un projet qu'on peut aller, développer sur d'autres, lieux. Et donc du coup, à plusieurs là, on a créé, une petite association, alors qui est toute petite pour l'instant, puisque pour l'instant on n'est que 3, mais qui n'a que vocation à s'agrandir, qui s'appelle Séraphine et compagnie, en hommage à notre tuk-tuk, parce qu'on a acheté un tuk-tuk qui nous sert à faire les parades pendant la cour qui s'appelle, Séraphine et elle s'appelle Séraphine parce que c'est les 3 premières lettres de SER ça veut dire spectacle en recommandé, qui est une des actions culturelles de la Ligue de l'enseignement, qui a été, à Avignon en janvier, puisque ça tourne tous les ans sur d'autres territoires et pour, SER, pour spectacle en recommandé, on a acheté le tuk-tuk qu'on a baptisé Séraphine et comme l'idée de cette petite association est née pendant, spectacle en recommandé, on a voulu garder une trace de l'origine de cette initiative et Séraphine et compagnie a comme, objectif et comme mission
d'aller, alors déjà de gérer la cour du spectateur en 2026 pour la Ligue 84. Donc on garde bien sûr la gestion de la cour du spectateur, mais pour la Ligue, c'est pas du tout Séraphine qui est mis en avant, hein, c'est vraiment le projet de la Ligue. Et le but du jeu, c'est d'aller emmener la cour du spectateur avec Séraphine, mais pour d'autres structures, sur d'autres territoires et potentiellement Aurillac ou d'autres lieux. Charleville-Mézières, pour parler de la marionnette, il faudrait Voilà, amener tout ça. à fait. Il y a Et déjà une aventure avec la CGT qui organise une sorte de collectif et c'est intéressant d'avoir les expériences. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des documents écrits. Et mais après, il y a la vidéo si jamais on veut voir. Et on peut me contacter, nous on partage, il y a pas de souci. Mais voilà, et là le but du jeu et bah, hier j'étais en assemblée générale, de l'association, Polem. Donc voilà, hein, le pôle marionnette, PACA, avec la SODAM et cetera, et c'est des liens qu'on est en train de faire aussi, de se dire, bah, comment on peut aussi, bah, utiliser un espace, non dédié, pour en faire un lieu, spécifique de spectacle, jeune public. Heu, alors pour l'instant, avec les compagnies qui ont fait la cour du spectateur, parce que c'est vraiment le but, c'est d'aller essaimer avec des compagnies qu'on connaît. Mais si à un moment donné, ça va plus loin, pourquoi pas, voilà, on va commencer, avec les gens qu'on connaît et les compagnies qui font partie de cette famille de la cour du spectateur. Mais voilà, et le but, c'est vraiment d'aller, dans des lieux non dédiés, avec des structures en mutualisation, d'éviter de peut-être transporter, 40 000 trucs avec 15 000 camions, ou au moins de synchroniser des tournées, quoi, de mutualiser des tournées pour éviter que les compagnies fassent 15 fois des allers-retours sur toute la France et voilà, soient, plus, en éco-responsabilité. Peut-être même, bah, avec les frettes, le train, d'aller dormir chez l'habitant et de créer vraiment, une mini cour du spectateur, dans des petits lieux, sur des temps, plus ou moins longs en fonction des besoins des lieux, des communes, des communautés de communes, et avec, ce modèle économique de dire aux bah, une petite commune, et j'en ai une en tête, qui est pas loin de chez moi, qui a un centre de vacances qui n'est pas utilisé, où dans ce centre de vacances, en plus, il y a un espace théâtre, bah, qui n'ont pas les moyens, en fait, d'acheter des spectacles. Bah, c'est pas grave, nous on arrive, soit vous prenez des parts dans la collaboration, soit vous pouvez pas prendre de part, mais vous nous mettez l'espace à disposition, les fluides et peut-être, quelques agents techniques, qui pourraient venir nous aider à monter, puis c'est tout, quoi, et nous tout le reste on gère. Et bah, les compagnies, Séraphine, on mutualise et on se sort économiquement ce qu'on peut sortir. Mais en faisant plein de petits comme ça, cours du spectateur, bah, on peut, je pense, arriver à diffuser, cette expérience un peu de partout. Voilà, c'est des Et l'idée de bénévoles. Séraphine et compagnie, c'est aussi de pouvoir avoir une réalité économique propre, c'est-à-dire d'avoir des subventions pour Bien pouvoir sûr. essaimer sur le territoire. Bien sûr, donc là, bah, je vais chercher, déjà, des subventions, au niveau, bah, de la région, de la DRAC, mais aussi, bah, d'autres régions, hein, puisque le but du jeu, c'est d'aller un petit peu de partout sur le territoire, puis d'aller chercher des appels à projets, sur, voilà, sur des thématiques, notamment autour de la transition écologique, et puis, bah, comme tu l'évoquais tout à l'heure, d'avoir des mécènes. Voilà, je rêverais, d'une certaine voiture, je ne vais pas faire de pub, mais électrique, bon, pour emmener, le matériel de Séraphine sur site, ou d'avoir des partenaires qui, à un moment donné, pensent que ça a du sens, qu'on soit sur des lieux, et de permettre à du public éloigné de la culture, parce que, bah, souvent, les scènes, elles sont, quoi, les théâtres, ils sont dans les grandes villes ou des villes un peu moyennes, et puis toutes les petites communes aux alentours, n'ont pas forcément accès. Bah, c'est peut-être justement d'aller dans ces petites communes, mais toujours en complémentarité. C'est-à-dire que s'il existe déjà des initiatives sur le territoire, c'est de se dire, bah, comment on peut travailler ensemble. C'est pas d'aller faire de la concurrence, c'est pas d'aller, voilà, c'est vraiment l'esprit collaboratif. Voilà, je pense, aux collègues, sur le Vaucluse. Il y a le centre dramatique des villages de Haut-Vaucluse qui est déjà dans cette itinérance sur le nord du Vaucluse.
bah, peut-être que si à un moment donné, ils ont besoin, on ira en complémentarité, mais s'il n'y a pas besoin, bah, on n'ira pas. Mais par contre, dans le nord Vaucluse, dans le sud Vaucluse, il y a peut-être un peu moins de choses, voilà. Mais c'est de prendre des contacts, c'est créer du lien, c'est de tisser des réseaux, c'est, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, voilà, mettre mes compétences et mon envie au service de ce projet, qui permettra, bah, voilà, d'essaimer cet esprit le plus possible. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la programmation jeune public. Presque la moitié des projets qui sont là cette année à la Cour du Spectateur, il y a de la marionnette dedans. Quelle place ça a la marionnette? Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite par rapport à ça? Est-ce que c'est les demandes que vous recevez qui intègrent beaucoup de marionnettes? Est-ce que dans les spectacles jeunes publics, il y a de la marionnette? Comment tu vois ça après toute cette expérience? Parce que d'année en année, c'est quand même récurrent, Alors, cette présence de la marionnette. on n'a pas, il n'y a pas une recherche spécifique de spectacle de marionnettes. Effectivement, ça dépend des projets qui vont arriver. Et après, c'est un équilibre. Et il y aura toujours de la marionnette. Voilà. Parce que, alors après, moi, c'est une sensibilité que j'ai, comme je te disais tout à l'heure, je suis adhérente Polem, parce que c'est une sensibilité qui m'est propre personnelle, où moi j'adore la marionnette, donc du coup c'est pour moi quelque chose d'important. Mais effectivement, les collègues vont avoir d'autres sensibilités, et ça va être un équilibre. Après, moi je trouve que c'est un outil de médiation qui est tellement intéressant vis-à-vis des enfants pour transmettre des choses où on va quelque part passer par un objet animé qui ont des formes diverses et variées, hein, et qui va permettre d'aborder des sujets distanciés de l'humain vis-à-vis des enfants et de permettre de passer des messages des fois complètement différent. Et j'ai tout de suite une image qui me revient. On a accueilli un spectacle il y a 2 ans, de Bibiotron. Donc du coup, c'est des livres marionnettes, donc c'est des livres qui sont transformés en marionnettes. Et en fait, les 2 comédiens, ils utilisaient leurs livres marionnettes pour faire l'accueil à la Cour du Spectateur. Et en fait, c'était les marionnettes qui fouillaient les sacs. Et du coup, c'était plus et du coup, les gens, bah, tout de suite, ils ouvraient leur sac aux marionnettes, alors qu'en fait, la marionnette, c'est pas elle qui c'est bien l'humain qui est derrière, qui fouille le sac. Mais tout de suite, mais même les adultes, quoi, ça mettait quelque chose de complètement différent dans la relation et dans le message qui, quand, bah ouais, vous pouvez ouvrir votre sac, ça, c'est un peu intrusif quelque part. Mais là, c'est comme ça passait par la marionnette. Mais les gens, ils le faisaient avec le sourire. C'était extraordinaire. Et ça, je le ressens, moi, avec la marionnette, de se dire, on arrive à faire passer un message parce qu'il y a un objet là qui est animé, qui a une âme, qui est vivante, même si elle ne l'est pas vraiment, parce que bah, l'enfant, il va regarder cet objet et ça va mettre quelque chose de complètement différent dans le sens du message qu'on va donner. Et ça, là, on a plusieurs spectacles avec des marionnettes et c'est génial parce qu'en fait, même quand les comédiens ne sont pas complètement noirs et qu'on les voit encore, bah, en fait, on est fixé sur la marionnette, quoi. Et la marionnette, elle a une âme, elle vit. Et voilà, là, je vois l'agneau, là, par exemple. Bah, il vit l'agneau et en fait, je vois même plus Michel et Michel qui sont derrière, quoi. Je vois que l'agneau. Et c'est voilà, moi c'est en tout cas c'est je trouve un outil de médiation culturelle, un outil de lien avec notamment le spectacle, quoi, avec le jeune public, euh, facilitateur de transmission de messages. Bon, ben, super. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans la Ligue, qui seraient intéressés par cet endroit de la Ligue de l'enseignement ou de l'aventure Cour du Spectateur? Est-ce que tu aurais, pour des jeunes ou des moins jeunes qui auraient envie de changer de vie et qui auraient envie de se tourner vers cet endroit, est-ce que tu as des conseils à donner? Des conseils à donner? Tu n'es pas obligé, hein, si Non, tu... non, mais en fait moi là, je pense que alors vraiment moi je me considère comme je suis animatrice. Mon travail c'est animatrice.
Comme je disais, je suis pas programmatrice, je suis pas, je suis une animatrice d'un lieu, je suis animatrice de lien social, je suis animatrice de l'humain et si quelqu'un veut vraiment quoi, pour moi l'animation c'est vraiment un super, métier. On prend beaucoup de plaisir à travailler, mais voilà et je pense que si on aime l'humain, si on aime la relation humaine, si on aime travailler avec les autres, ouais, c'est le plus beau métier du monde à ce niveau-là, ouais. Mais ouais, il y a pas forcément de conseils, c'est de se dire, bah, ouais, si on a envie de travailler avec les autres, ouais, ça peut être, une voie. Et comment tu vois le futur? Parce que c'est vrai qu'on a vu ce côté justement animateur et populaire un peu des fois passer de manière professionnelle. Est-ce que pour toi, il y a un équilibre qui se fait? Est-ce que dans le futur, comment tu vois le futur du point de vue de l'éducation populaire et de la place de... Moi, le futur, il peut être compliqué si on baisse les bras, mais tant qu'il y aura des structures comme les nôtres qui continueront à se battre, même si, on a moins de moyens et justement, si on arrive à trouver des modèles économiques, différents, alternatifs et il y aura toujours des gens, je pense, prêts à se battre, prêts à aller, donner du temps, prêts à aller donner, de l'énergie. Voilà, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à, voilà, je sais qu'il y a des manifestations qui s'organisent aujourd'hui. Voilà, il faut y aller, il faut montrer qu'on est là. Il y a eu une très belle, initiative là de Acitège Scènes d'enfance cette semaine, où il y a les enfants qui ont été, réunis, au Palais des Papes, pour voir un spectacle Prométhée et derrière les enfants qui ont défilé dans la rue, avec des pancartes pour, réclamer, des, chocolatines pour tous, parce que Prométhée leur avait donné les chocolatines et ils sont allés, réclamer les chocolatines pour Mais on tous. dit chocolatine ou pain au chocolat Non, en ici on dit Avignon? pas au chocolat, mais bon, a Ah, priori, la compagnie devait venir d'un endroit un peu plus dans le sud-ouest. Mais nous, on prend tout du moment qu'il y a de la oui. pâte feuilletée, du chocolat et du beurre, on prend. Voilà, comme a dit Prométhée, on prend tout. Voilà et du coup, je pense qu'il faut des chocolatines pour tous. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire là à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront? Et dans le futur, au Bah futur, tu peux envoyer une pierre dans l'eau. Il faut ouais, faut continuer à permettre l'accès à la culture pour tous et d'ouvrir, le plus possible ce champ des possibles, quoi. Le champ des possibles pour moi, c'est de pouvoir permettre à chacun de goûter à tout pour pouvoir faire ses choix. Heu, L'esprit critique qui est important aussi. Je pense que dans les futures générations, il va falloir qu'ils apprennent à dissocier le vrai du faux et donc pour moi, c'est ça qui va permettre, la suite de l'accès à tous, ouais. S'ouvrir le plus possible et garder l'esprit ouvert, pour, voilà, pour aller le plus loin possible. Eh bien, merci Frédéric Trousson-Fogler de cet entretien. Merci à tous les 2. À bientôt. Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça.